Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire en public Physionate sur un thème très intéressant, insomnie et vie quotidienne, qui va être animé par le docteur Jean-Yves Henry. Eh bien, j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Au cours du webinaire, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat à côté. Jean-Yves Henry y répondra à la fin de la session de la présentation. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et Jean-Yves, je te laisse la parole. Merci Aurélie. Alors bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc on va pendant cette petite heure parler un petit peu d'un trouble qui est extrêmement répandu et pour lequel il n'y a pas vraiment d'approche systémique. Donc je vais essayer de vous donner quelques idées de base sur les différents mécanismes de l'insomnie, ce que ça cache, les pathologies associées et les traitements physiologiques qu'on peut proposer. Alors, voilà, ça marche, très bien. Voilà, donc vous avez mon mail si vous voulez des questions après, et puis vous savez qu'on a un gros site, médecine-intégrée.com, qui a maintenant plus de 2000 dossiers et qui vous présente les physiopathologies de tout un tas de troubles, de maladies et les traitements naturels qu'on peut proposer à nos patients. Donc, ça rend service à de nombreux praticiens. Voilà, alors Gandhi disait « Chaque nuit, quand je m'endors, je meurs, et le lendemain matin, quand je me réveille, je renais. » Le sommeil est un état naturel récurrent de l'esprit et du corps, caractérisé par une altération de la conscience, une activité sensorielle relativement inhibée, une inhibition de presque tous les muscles volontaires et une réduction des interactions avec l'environnement. Alors évidemment, la durée de sommeil va varier beaucoup avec l'âge, allant dans le sens d'une réduction progressive. Le petit enfant à 3 mois dort à peu près 17 heures par jour, puis à 1 an, il dort à peu près 15 heures, et puis de moins en moins, et les gens âgés dorment rarement plus de 7 heures. C'est ce qui explique que très souvent, dans les EHPAD, on a recours à des somnifères, ce qui n'est pas toujours une très bonne idée. Alors, 15 à 20% des Français souffrent d'insomnie chronique, selon plusieurs études épidémiologiques. Cela correspond environ à 10 à 13 millions de personnes touchées par des troubles du sommeil de façon régulière. En France, près de 12% des adultes utilisent régulièrement des somnifères ou des médicaments contre l'anxiété pour traiter leurs troubles du sommeil. Les femmes sont plus concernées que les hommes, avec environ 17% des femmes consommant des somnifères, contre 7% des hommes. Alors ça s'explique pour une raison sociologique, c'est que les hommes en général, ils font un traitement de thérapie comportementale, ça s'appelle le bistrot. Et donc souvent, le fait de parler de ses soucis et de boire un petit coup, ça détend et ça leur permet de dormir. Qu'est-ce que c'est dormir ? Eh bien, c'est un facteur essentiel pour conserver sa santé. Et comme toute chose dans ce monde, le sommeil obéit à des rythmes qu'il convient de connaître et de respecter si l'on veut bien dormir. En fait, dormir est une activité puisque le cerveau travaille tout autant durant le sommeil qu'à l'état de veille. Par exemple, la consommation d'oxygène y est tout aussi importante. Que s'y passe-t-il ? Alors, le cerveau organise toutes les informations stockées et reprogramme les schémas comportementaux. Qui plus est, en nous apportant des informations sur notre inconscient, le rêve nous révèle progressivement à nous-mêmes. En outre, le sommeil semble être un atelier de réparation où l'organisme fixe les minéraux et élabore une hormone, l'hormone somatotrope, stimulant le processus de remplacement des cellules usées et où d'autres hormones augmentent la résistance à la fatigue.
Le sommeil n'est donc ni inactivité ni inconscience, mais simplement un des aspects de l'activité constante de la conscience. Alors, il y en a qui font des petits schémas où on voit bien que en fait, le sommeil est vital, en particulier pour dégager les phénomènes de neurotoxicité qui s'accumulent pendant la période de veille. Hein. Donc, le fait de se reposer, il y a un travail de nettoyage au niveau de nos liquides cérébraux et ça se contrôle en particulier par les taux de noradrénaline, comme indiqué. Donc l'insomnie, voilà ce qu'en disent les classiques, a pour cause le stress, les mauvaises habitudes de sommeil, certains médicaments. Alors on verra qu'il y a des médicaments qui sont excitants et qui empêchent un sommeil physiologique, les dérèglements hormonaux, en particulier pendant le cycle menstruel, la grossesse ou la ménopause, certaines maladies physiques et en particulier des douleurs. C'est vrai que dès que vous vous retournez dans le lit et que vous avez mal, ça vous réveille. Des troubles mentaux, en particulier des problèmes d'anxiété, de dépression ou de traumatisme psychologique. Et puis la vieillesse, bien sûr, qui contribue également à réduire la période de sommeil, parce qu'avec la vieillesse, les tissus s'assèchent et qu'en fait, on va le voir, l'hydratation des tissus est un facteur essentiel de contrôle du sommeil. Alors, il y a des complications de cette insomnie, en particulier au niveau des performances. Il y a une élévation de la tension artérielle chez les gens qui dorment mal ou pas assez, avec risque d'une décompensation d'une maladie cardiaque. Également, bien sûr, on le verra, le rêve et les phases de sommeil sont nécessaires à un nettoyage émotionnel du cerveau. Donc, on pourra voir décompenser une maladie mentale. Et puis, bien sûr, le fait de ne pas dormir va réduire vos réflexes, va réduire votre attention et donc sera capable de provoquer un accident de la circulation. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait pour étudier le sommeil? Eh ben, on utilise l'électroencéphalogramme. Hein. À l'hôpital, on dit c'est les bigoudis. On va vous mettre les bigoudis. Voilà. Et donc, on recueille des ondes cérébrales auxquelles on a donné le nom de lettres grecques, hein, gamma, bêta, alpha, theta, delta, etc. Alors, ce sommeil, il va évoluer en différentes phases. Et ces phases, il y a en gros 5 grandes phases de sommeil. Ce sont des cycles qui durent à peu près 90 minutes et on va dormir, si on n'est pas réveillé, on va dormir 2, 3 ou peut-être même 4 phases. Alors, quelles sont ces phases? L'endormissement, il y a une phase de bâillement, d'engourdissement général. Et puis, il y a la mise en place d'un sommeil lent léger. Hein, les yeux se ferment, le cœur et la respiration ralentissent. Le cerveau entend mais ne comprend plus. Et c'est une phase où on peut vous réveiller facilement. Et puis, progressivement, il y a un sommeil lent profond qui va durer à peu près une demi-heure. Le réveil sera plus difficile. Le cerveau n'entend plus, les muscles sont relâchés, la température baisse et la respiration devient très lente et régulière. Et puis, il y a un sommeil plus profond qui va durer aussi à peu près 30 minutes, qui est la phase la plus intense et la plus récupératrice du sommeil. Le réveil est très difficile. Hein. On sait que chez certains, il faut quasiment tirer du canon à côté du lit pour qu'ils se décident à ouvrir un œil. Le corps récupère de la fatigue physique de la journée. Et puis, il y a quelque chose de très paradoxal. D'ailleurs, ça s'appelle le sommeil paradoxal, qui dure de 10 minutes à un quart d'heure, pendant lesquels le cerveau s'active brusquement. Il y a des mouvements rapides des yeux sous les paupières. Le pouls et la respiration deviennent irréguliers. La mémoire et l'imagination déclenchent les rêves. Et à la fin de ce cycle, soit on se réveille, soit on repart pour un cycle de sommeil lent léger.
Oui, donc le rêve, la phase de rêve, de sommeil paradoxal, est une phase qui est une espèce de cerise sur le gâteau à la fin de chaque cycle de sommeil qui dure à peu près 90 minutes. Alors, qu'est-ce que proposent les classiques? Les classiques n'ont pas grand-chose à proposer. En tant que somnifères, les plus prescrits sont bien sûr les benzodiazépines. Alors, qu'est-ce que c'est les benzodiazépines? C'est des inhibiteurs de la recapture du GABA. Le GABA est un neurotransmetteur sédatif et le fait de prendre un inhibiteur de la recapture, ça va augmenter son taux et donc on va avoir un certain relâchement de l'attention. Le GABA est un neurotransmetteur qui a la fonction de mettre un petit peu l'émotionnel et la sensation à distance. D'ailleurs, dans le midi, quand les gens, alors c'est la famille du Valium par exemple, quand les gens sont sous benzodiazépine, on dit ils sont un peu ensuqués. C'est-à-dire c'est un petit peu comme si ils étaient dans le caramel, leurs mouvements et leurs sensations sont plus lentes, apparaissent moins fluides, plus collés. J'aime bien le mot ensuqué. Alors, ces benzodiazépines ne doivent être utilisées qu'en cas d'insomnie passagère. En cas d'insomnie chronique, il faut éviter de prendre des somnifères sur de trop longues périodes. D'abord parce qu'ils provoquent une accoutumance, c'est-à-dire le besoin d'augmenter les doses pour maintenir l'effet, voire une dépendance. Les personnes âgées sont souvent plus sensibles à des doses plus faibles que les plus jeunes. Alors, il faut savoir qu'il y a eu tout un tas d'études qui a été faites et on a observé que chez les gens qui prenaient régulièrement des benzodiazépines, il y avait un développement beaucoup plus facile de la maladie d'Alzheimer et des déficits cognitifs. Certaines personnes, en plus, réagissent mal aux benzodiazépines. Au lieu de s'assoupir, elles deviennent énervées, agitées, agressives. D'autres ont des crises de larmes, ressentent une confusion. Enfin bref, c'est pas la panacée. Alors évidemment, nos amis pharmaciens font ce qu'on appelle du drug design, c'est-à-dire ils rajoutent des petits radicaux à droite à gauche et ils regardent l'effet. Et ils ont réussi à synthétiser en gros 3 grandes catégories de benzodiazépines. Celles qui sont à courte durée d'action, comme le Stilnox, l'Imovan, le Zolpidem, etc., qui sont prescrites pour les insomnies de début de nuit, autrement dit, qui sont d'action rapide et qui vont permettre l'endormissement. Celles qui sont d'action moyenne, l'Alvan, le Doctamine, le Normison. Et puis, en fait, celles qui sont d'action prolongée, le Mogadon, le Nyctalon, le Rohypnol, qui sont utilisées pour les insomnies de fin de nuit ou pour les insomnies chroniques. Ces benzodiazépines ne sont efficaces que sur les troubles du sommeil de courte durée. Il est ainsi recommandé de ne pas dépasser 4 semaines de traitement pour les troubles du sommeil et 12 semaines pour les symptômes anxieux. Ce que font absolument pas les patients. Moi, j'ai des patients qui utilisent les benzodiazépines depuis des années et je pense que vous avez tous vu que c'était une facilité que le patient s'accordait et que le praticien s'accordait aussi, tout en sachant les ennuis que ça pouvait provoquer. En 2011, l'Agence française des médicaments a annoncé l'arrêt de la commercialisation des somnifères qui associent un antihistaminique et une benzodiazépine. Voilà. Ou un antihistaminique et le méprobamate. Donc en fait, ils ont voulu essayer d'éviter de cumuler les actions somnifères parce que, évidemment, on cumule aussi les effets secondaires. Alors, deuxième grand type d'hypnotique, les antihistaminiques, H1, utilisés pour traiter les allergies. Elles ont des vertus sédatives. Il y a un deuxième effet, d'ailleurs, qui est intéressant, qu'on utilise chez les bébés, c'est qu'elles augmentent l'appétit. Donc, les enfants qui dorment mal la nuit et qui n'ont pas d'appétit, on leur donne volontiers un sirop aux antihistaminiques, ils mangent mieux, ils ont faim et ils dorment mieux. Enfin, là aussi, il ne faut pas le faire trop longtemps. On les utilise pour une insomnie occasionnelle. Heureusement, ils n'entraînent pas d'accoutumance.
mais peuvent engendrer d'autres effets indésirables, parmi lesquels la somnolence dans la journée, la constipation ou la bouche sèche. Et puis bien sûr, on peut utiliser des morphiniques, des neuroleptiques, des antidépresseurs tricycliques, comme le Laroxyl, qui ont des effets somnifères. Enfin, on peut utiliser la mélatonine, qui est une hormone fabriquée par l'épiphyse, pendant la nuit à partir de la sérotonine. Sa sécrétion régule les rythmes quotidiens en fonction de la luminosité. Alors, c'est une hormone qui est intéressante surtout pour le jet lag, c'est-à-dire quand le sujet change de fuseau horaire et qu'il a du mal à retrouver son cycle, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la mélatonine elle-même n'est pas réellement somnifère, elle l'est par un de ses dérivés qui s'appelle la valentonine. Mais que pour arriver au stade de la valentonine, elle passe par un stade de 5-méthylarmalan, qui est au contraire un neurotransmetteur excitant. Donc vous voyez, la mélatonine, par elle-même, n'est pas un vrai somnifère. C'est plutôt un inducteur plus qu'un vrai somnifère. Alors, on peut la donner sous forme d'un médicament pour lutter contre les troubles du sommeil, mais à ce moment-là, on la réserve aux personnes âgées de plus de 55 ans. Alors, il y a des médicaments excitants qui troublent le sommeil, l'hyperthyroïdie, par exemple les hormones thyroïdes ou les hormones thyroïdiennes surdosées provoquent une excitation qui perturbe le sommeil. En médecine chinoise, on dit c'est le feu du cœur, la thyroïde. La corticothérapie perturbe également grandement le sommeil, tellement d'ailleurs que de grosses doses, supérieures à 60 mg par jour, peuvent déclencher des épisodes psychotiques qui se terminent en hospitalisation psychiatrique. En MTC, on parle du feu du rein. Et enfin, les amphétamines, qui sont dérivées de la cocaïne, permettent de maintenir l'éveil pour travailler, par exemple, ou dans des situations de guerre. Et en médecine traditionnelle chinoise, on parle du feu de la rate pancréas. Voilà, alors évidemment, Big Pharma veille énormément à ce qu'il n'y ait pas de concurrents. Et donc, entre autres, ils ont arrêté toutes les études sur la valentonine parce que ça marchait trop bien et qu'ils ne sont pas très contents. Le marché du sommeil est un marché important pour Big Pharma. Alors, qu'est-ce que nous dit la MTC? Moi, j'aime beaucoup la MTC parce que c'est un abord systématisé de la physiologie humaine et qui est très éclairant. Alors, en MTC, l'insomnie, c'est chaîne, l'esprit qui ne peut se calmer. Et chaîne, c'est le fantôme, on appelle ça en médecine chinoise, on appelle ça un kuei, c'est le fantôme du cœur. Autrement dit, c'est l'aspect psychologique du pôle cœur. Alors, donc en fait, pourquoi chaîne ne peut se calmer? Parce qu'il y a un vent du foie en excès. Donc le foie étant la mère du cœur, eh bien, il va y avoir une excitation émotionnelle qui va empêcher justement chaîne de se calmer. Et donc, cela correspond à des situations d'insomnie, d'endormissement et à des remèdes en homéopathie, par exemple comme Cofea, qui est typiquement le remède de l'excitation pour vouloir trop ranger, trop s'agiter, etc. Nux vomica, qui est un remède d'énervement, et puis Cypripedium, qui est un remède des petits-enfants qui veulent jouer et qui n'ont pas du tout envie d'aller se coucher. C'est une espèce de coféa du petit enfant. Cypripedium, c'est une orchidée d'ailleurs. Deuxième situation, eh bien, c'est un problème de sécheresse, de manque d'eau du rein, c'est-à-dire de sécheresse des tissus. Et en fait, c'est l'eau du rein, par le biais du cycloco, qui calme chaîne.
Et ça correspond aux insomnies de 4 heures du matin. Et on va retrouver en homéopathie des remèdes comme Aurum ou Lycopodium, ou même une insomnie totale comme le Zinum. Donc ces réveils précoces sont d'ailleurs souvent le premier symptôme d'une dépression. La grande pathologie du rein au niveau psychologique, c'est la dépression. Et donc, un des premiers symptômes de cette dépression, ça va être le réveil précoce vers 4-5 heures du matin, avec impossibilité de se rendormir. Troisième type de mécanisme, eh bien, le méridien de l'estomac qui passe par le cœur, la branche interne, et on peut considérer que les maladies de plénitude viennent du fils, c'est-à-dire que le cœur ne peut pas se vider parce que l'estomac est plein. Ce sont les insomnies d'indigestion, souvent d'ailleurs avec remontée acide qui réveille, ce qui correspond en homéopathie par exemple au remède antimonium crudum, ou d'obsession. On a en homéopathie un remède comme Thuya par exemple, qui est un grand remède de plénitude de rate, et pour laquelle il y a des pensées c'est le petit vélo dans la tête qui empêche de dormir. Et là aussi, on va trouver la relation rat-rein qui va pérenniser la dysfonction, c'est-à-dire comme la rate n'est pas bien, le cœur ne peut pas se vider, et puis la rate est chargée de contrôler et de nourrir le rein. Et donc, comme le rein n'est pas contrôlé et pas nourri, eh bien, il ne pourra pas éteindre le feu du cœur. Donc là, on a un cercle vicieux, qui correspond d'ailleurs à un merveilleux vaisseau qui s'appelle Strongmai. Enfin, le pôle poumon sera le lieu de manifestation des plénitudes cœur. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un schéma après. Et cela correspond au cycle de contrôle, et c'est le cas en particulier de la manifestation de psoriasis. Et puis aussi, le poumon, c'est la source supérieure de l'eau, et donc, quand le poumon est perturbé, eh bien, il y aura un problème de rein secondaire à travers la voie des os, qui s'appelle Shui Tao en chinois. Voilà, je vous ai fait des petits schémas pour expliquer tout ça. Donc, vous avez compris que Shen, plénitude cœur, c'était l'esprit qui était éveillé. Et donc, normalement, avec le sommeil, eh bien, le cœur et Shen doivent se calmer. Alors, ils ne peuvent pas se calmer si le vent du foie le nourrit. Ils ne peuvent pas se calmer si la rate est pleine. Et à ce moment-là, le cœur ne peut pas se vider. Il ne peut pas se calmer s'il n'y a pas d'eau dans le rein qui n'éteindra pas le feu du cœur. Et puis donc, Strongmai, la rate qui nourrit et contrôle le rein, et Shui Tao, le poumon qui est la source supérieure de l'eau. Et tout ça donc va faire qu'il n'y a pas assez d'eau dans le rein et donc le patient dort mal. Alors, ces pôles correspondent aussi à des neurotransmetteurs. Dans le cœur, c'est la dopamine. Au niveau de la rate pancréas, on a le GABA, et c'est pour ça que le fait d'augmenter le GABA et de réduire l'excitabilité au niveau rate-estomac, ça améliore le sommeil. Vous avez les sédatifs comme la sérotonine, la mélatonine et la valentonine qui ont un très bon effet au niveau du poumon, donc ça va nourrir le rein. Vous avez le rein qui est quand même l'organe du stress par la surrénale qui est son endocrine. Et puis vous avez aussi l'aspect du foie avec son neurotransmetteur qui est la noradrénaline qui va gérer les pulsions et les rêves. Alors comment on va agir là-dessus? Eh bien on va agir à différents niveaux avec des compléments alimentaires qui, s'ils sont bien choisis, sont extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Donc, en particulier, dans les phénomènes dépressifs, on va donner de la tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline. Alors ça, on la trouve dans l'énergium et iodome.
On va pouvoir calmer l'émotionnel du foie avec le maxénium ou le zénium qui contient du millepertuis et donc est un activateur des neurones à la noradrénaline. Et puis Détoxium Plus qui est un grand complexe du métabolisme hépatique. Au niveau du rein, on utilisera la vitamine D3K12. Pourquoi? Parce qu'elle a la structure chimique du cortisol, d'où son effet d'ailleurs anti-inflammatoire. Et puis hormonium, parce que ce sont les phytohormones et les oméga-3 qui vont remettre de l'eau dans le rein. Le sérénium contient du tryptophane, donc tout à fait apaisant. Le tryptophane et la sérotonine, c'est l'aspect zénitude du patient. Et puis, bien sûr, on veillera à régulariser l'absorption des acides aminés et l'inflammation de bas grade digestif s'il y a des intolérances alimentaires. Donc, on utilisera, par exemple, l'entéroprotect avec une éviction des aliments irritants, et puis Florium s'il y a des phénomènes de diarrhée, et Prébiomax, au contraire, s'il y a des phénomènes plutôt de constipation ou d'alternance diarrhée-constipation. Minéralium est un complexe tout à fait intéressant qui va calmer l'acidité, donc là on est sur l'axe Ratrin-Schromo, qui va calmer l'acidité, et en particulier l'acidité au niveau digestif et de l'estomac. C'est un remède que j'utilise tout à fait systématiquement quand il y a des remontées acides. Alors, cette petite présentation, c'est aussi pour vous présenter le petit dernier de Physionate qui s'appelle Somnimax. Alors, qu'est-ce que contient Somnimax? Somnimax contient pas mal de choses. Au niveau du foie, du magnésium et de la taurine, oui, donc déjà on va avoir un effet sédatif sur le foie, de la passiflore, qui est un remède du groupe du cuivre, qui est un remède du sommeil agité. Au niveau du cœur, on a la camomille et la lavande, qui sont toutes deux des remèdes d'hypersensibilité nerveuse. Au niveau du rein, la valériane, elle est très intéressante parce que c'est une grande plante de la ménopause. Elle a trois polarités, elle est à la fois sédative, hormonale et vasculaire. Donc très intéressante. Au niveau de la rate, le GABA, la mélisse, qui est en particulier le remède homéopathique des insomnies après choc nerveux. Au niveau du poumon, on va utiliser la mélatonine, qui est donc le remède du décalage horaire, et puis une plante indienne tout à fait intéressante, imprononçable, l'ashwagandha, qui est riche en tryptophane et en phytostérol. Donc là, il y a un double effet, à la fois d'augmenter la quantité de sérénium et d'augmenter la quantité d'eau apportée par le poumon au rein. Alors classiquement, quelles sont les plantes que les phytothérapeutes utilisent le plus? On les retrouve là, la valériane, la passiflore, la camomille, et puis il y en a trois autres qu'on n'a pas utilisées. Le houblon, très sédative, elle agit au niveau du pôle rein, mais le problème c'est qu'elle a un effet hormonal qui est souvent très fort. Le tilleul, très intéressant, apaisant, mais par contre avec parfois des effets inverses. Il y a des personnes que ça excite. Et puis l'aubépine, qui est carrément une plante qui va calmer chêne et qui va calmer le pôle-cœur, mais que l'on a dans d'autres complexes, comme par exemple le Synergium Q10. Et bien sûr, là, beaucoup plus dosé. Alors, voilà ce que disent les classiques de l'ashwagandha. Vous avez une action neuroprotectrice, soutien des fonctions cognitives et de la mémoire, module la libération des hormones, voilà, et en particulier, donc, grand remède du stress
de l'adaptation, de la mémorisation, bref, toutes les fonctions en médecine chinoise de la rate pancréas, et en particulier du surmenage, voilà, donc la plante de l'accompagnement au changement, c'est pour ça que je l'ai mis au niveau de la rate pancréas. Alors bien sûr, on peut utiliser d'autres complexes que Somnimax. Hein. En particulier, on peut, s'il y a un problème cœur associé ou un problème de thyroïde associé, on peut utiliser Synergium culis, hein, parce qu'il est très riche en aubépine. On peut utiliser oméga 3 alga, très intéressant pour la protection vasculaire, et également à systématiquement ajouter dans toutes les maladies où il y a une inflammation de bas grade. On a vu Détoxium Plus pour la protection hépatique, en particulier intéressante chez les sujets éthyliques. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai été voir un film qui vient de sortir, qui s'appelle La Vallée des Fous, La Vallée des Fous. C'est un film qui se passe en Bretagne, c'est très sympathique, c'est une espèce de drame familial. Et là, justement, on voit le père éthylique qui essaye de s'en sortir et aidé un peu par toute sa famille. Et donc, on voit les troubles du sommeil qu'il a avec des réveils, avec des états de manque, etc., qui est tout à fait systématique des problèmes de l'addiction alcoolique. Et là, évidemment, on aurait été là, on aurait donné Détoxium Plus. Et puis antioxydium, dès qu'on a affaire à une inflammation de bas grade, ou même carrément à des problèmes inflammatoires et douloureux. Magnésium, grand maître de la tension nerveuse. Bon, Somnimax, vous savez comment ça marche. Et puis aussi, on va penser à glycémium, associé au régime diabétique en cas de surpoids, parce qu'il faut bien comprendre que les patients obèses sont obèses, on peut dire pratiquement 99% des cas, parce qu'ils ont une fragilité diabétique ou prédiabétique. Souvent d'ailleurs parce que c'était des gros enfants à la naissance, parce que il y a des antécédents diabétiques dans la famille et parce que leur alimentation est beaucoup trop sucrée, farineuse ou fruitée. Donc, il faut absolument leur apprendre à limiter leur quantité de sucre et à espacer, à faire 4 petits repas pour éviter le yo-yo diabétique. Et si vous faites des yo-yo diabétiques, ben vous grossissez et puis surtout, vous avez des coups de pompe, vous avez des troubles de mémoire, vous avez une faim qui vous réveille. Et s'il y a des problèmes de sécheresse tissulaire, et en particulier au moment de la ménopause, vous pouvez utiliser Hormonium. Qu'est-ce qui reste à utiliser? Vitaminium, en cas d'épuisement. Très intéressant vitaminium après une maladie fébrile comme la grippe ou le Covid. Antihégium en cas de trouble de mémoire. Zénium en cas de dépression. Minéralium, surtout en cas de gastralgie. Et bonne alternative aux inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, pour les dames, hein, évidemment, il y a un petit truc qui les embête, plus particulièrement. Hein, c'est la tête que vous faites quand vous vous levez après avoir mal dormi. Le teint est terme, les yeux sont cernés, le visage est marqué. Une seule nuit blanche peut perturber votre peau en termes d'hydratation, de perte d'élasticité et d'aggravation des rides. Alors, l'aggravation des rides, c'est aussi lié à la sécheresse des tissus. Donc, il va falloir traiter l'apparence générale du visage et en particulier la privation de sommeil diminue la production de collagène et donc diminue l'élasticité de votre peau et le collagène étant sa charpente qui va offrir la fermeté et l'élasticité à votre visage. Et là, donc, on a l'ancienne formule du dermodium, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle était riche en onagre et en bardane. Hein, je trouvais que c'était assez sympathique comme formule. Elle a été améliorée avec ajout de collagène marin et d'acide hyaluronique. Et donc, je pense que c'est une très très bonne formule qui vont permettre de récupérer la souplesse de la peau
avec un visage hydraté et lisse de façon tout à fait correcte. Il va falloir attendre encore un mois, je suis désolé, mesdames. Autre problème lié au sommeil, les apnées du sommeil. Alors, là aussi, les classiques, alors il y a tout un tas de gadgets qui sont vendus sur Internet, hein, des dilatateurs de nez, des choses comme ça, tout à fait farfelues. Il faut bien comprendre là aussi le mécanisme, c'est la médecine chinoise qui nous donne la solution. Le ronflement survient lorsque le méridien du foie est en plénitude, parce que sa branche interne traverse le poumon et va jusqu'au niveau du larynx et du pharynx, et d'ailleurs des yeux. Et donc, cette branche interne, quand elle est en plénitude, quand le foie est plein, eh bien, il y a une espèce d'œdème qui se crée à ce niveau et le sujet va ronfler. Alors, vous vous en rendez très bien compte, mesdames, parce que vous savez que monsieur, quand il a pris un verre ou deux de rouge le soir, il ronfle beaucoup plus. Alors, c'est un symptôme fréquent, souvent inoffensif, hein, mais il peut évoluer sous forme d'une apnée du sommeil, qui est une condition plus sérieuse, où la respiration est interrompue périodiquement pendant le sommeil. Ce trouble peut conduire à une somnolence diurne excessive, des troubles de l'attention, augmenter le risque de problèmes de santé graves comme l'hypertension, les maladies cardiaques, l'AVC et le diabète. Pourquoi? Simplement parce que le sujet s'oxygène mal pendant la nuit. Et donc, en carence d'oxygène, eh bien, le lendemain matin, il se lève, il est posé et il peut avoir tout un tas de soucis qui se portent sur ces différentes fonctions diurnes. Alors, les deux troubles partagent plusieurs causes et facteurs de risque communs, hein, donc le ronflement et l'apnée du sommeil. Le surpoids, bien sûr, hein, pour moi, c'est le grand problème, le premier problème auquel je m'attaque en cas de ronflement et d'apnée du sommeil, c'est le surpoids, en sachant que les patients en surpoids ont un foie gras. Hein, vous savez comment on fabrique du foie gras. Donc, la première chose qu'il va falloir réduire, c'est le surpoids et le fait de retrouver une physiologie normale et va nettoyer le foie de ses graisses et donc va réduire de façon considérable le ronflement et la présence d'apnée du sommeil. Alors en plus, vous avez quelques problèmes anatomiques, par exemple une cloison nasale déviée, des amygdales hypertrophiées, ça c'est assez rare à l'âge adulte, hein. Et puis surtout la consommation d'alcool et sédatifs qui vont relaxer les muscles de la gorge, exacerbant le rétrécissement des voies respiratoires. Et puis bien sûr l'âge, hein, le tonus musculaire diminue avec l'âge, ce qui augmente le risque de ronflement et d'apnée du sommeil. Alors là, j'ai mis un cas clinique que j'avais. Hein, Monsieur V est un patient de 67 ans qui, depuis quelques semaines, ressent une asthénie franche dès le matin et depuis peu, quelques vertiges et précordialgie. Il n'a pas d'autre antécédent qu'une hyperlipidémie compensée par un régime sans sucre, des huiles oméga 3 et des antioxydants. Le bilan cardiovasculaire est négatif. C'est madame qui fournit la clé du problème. Il ronfle de plus en plus la nuit et fait à son insu des apnées du sommeil. Donc la location d'un appareil d'assistance respiratoire en pression positive, c'est ce qu'on appelle un CPAP, qu'il porte la nuit, fait céder l'hypoxie dès le lendemain et disparaître l'ensemble des troubles dont il se plaignait. C'est quand même intéressant de dépister ça et de tester l'efficacité du respirateur en pression positive. Alors, il y a des remèdes homéopathiques à ce niveau qui présentent ces symptômes-là. Ammonium carbe, hein, c'est ce qu'on appelle le remède du syndrome de Pickwick. Carbovège, hein, qui est l'oxygène de l'homéopathe, hein, ça correspond à des états d'épuisement et d'hypoxie. Grindelia, hein, qui est un remède d'essoufflement. Lycopodium, qui est souvent un remède de diabète et de sécheresse des tissus. Opium, qui est un remède en particulier de troubles de l'éveil et de la conscience pendant le sommeil. C'est les gens qui ont des sommeils profonds, beaucoup trop profonds. Au contraire, vous avez des phénomènes de somnolence.
c'est des gens qui n'arrivent pas à dormir, enfin qui arrivent à dormir trop, hein. Et en particulier, vous avez une maladie qui est très particulière qui s'appelle le syndrome de Gélineau ou narcolepsie. Alors, c'est une maladie qui est relativement fréquente puisqu'elle touche une personne sur 2000. Elle est caractérisée par des attaques du sommeil répétées, mais ne durant pas plus de 10 minutes par heure, hein. Autrement dit, en gros, c'est 5 minutes par heure ou 10 minutes toutes les 2 heures. Le problème, c'est que ça survient n'importe quand et n'importe où, hein. Donc, par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, ça peut être ennuyeux. Ce syndrome est souvent déclenché par de fortes émotions. Aucun traitement ne cible les causes de la maladie qui restent mal connues. Et en particulier, on a vu l'apparition de centaines de cas répertoriés en Europe après la vaccination H1N1. On a vu aussi, on a vu des narcolepsies comme conséquence de la vaccination contre le Covid-19. C'est en fait, on considère actuellement que c'est en fait une maladie auto-immune qui a pour cible les cellules nerveuses à orexine dans l'hypothalamus, chargées de maintenir l'éveil. Et on a même identifié un HLA, une fragilité HLA particulière qui est le DQ1. Et puis, autre symptôme de somnolence, c'est l'hypersomnie idiopathique des sujets jeunes. Et on le voit ça en particulier chez les adolescents, hein, qui ont besoin de dormir longtemps parce qu'ils sont en pleine croissance. Et ils peuvent dormir plus de 10 heures par jour. C'est-à-dire, le matin, ils oublient de se réveiller, puis ils apparaissent à midi quand il s'agit de déjeuner. Ça peut être assez inquiétant pour les parents, mais en fait, c'est physiologique. Voilà, ça c'est le traitement comportemental du syndrome de Gélineau. Alors, autre syndrome qui est lié au sommeil, c'est le syndrome des jambes sans repos. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un mouvement compulsif des jambes pendant le sommeil. La maladie est encore mal comprise sur le plan physiopathologique. On estime que 2 à 3% de la population serait touchée de façon chronique, majoritairement des femmes et chez les plus de 50 ans. L'électromyogramme, quand il est demandé, est normal, sauf en cas de neuropathie associée dans le diabète ou l'éthylisme, par exemple. Alors, certaines pistes sont privilégiées. On a remarqué que l'anémie fériprive peut provoquer un syndrome des jambes sans repos. L'anémie fériprive, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va essentiellement donner une hypoxie périphérique. On a également, on s'est rendu compte que la plupart du temps, ce syndrome-là apparaissait quand les parents avaient également souffert de syndrome des jambes sans repos. Donc, il y a un antécédent familial. La prise de certains médicaments favorise le syndrome des jambes sans repos, les antidépresseurs, les neuroleptiques, le Plavix, qui est un anti-agrégant plaquettaire, les antihistaminiques, notamment, et là aussi le surpoids et des maladies chroniques comme le Parkinson, le stress, l'insuffisance rénale, le diabète, ou encore l'abus d'excitants comme le café. Alors, si on analyse en médecine chinoise le mécanisme de celui-ci, on comprend qu'il s'agit d'une insuffisance de yang fonction au niveau des jambes, donc améliorée par le mouvement continu de celle-ci. Le mouvement va créer du yang, surtout la nuit, qui est une phase de stagnation. Cette stagnation peut avoir pour cause des situations variées, par exemple une insuffisance de qi, l'énergie, une insuffisance ou une plénitude de sué, sang, liquide organique, ou de lymphe, rat de pancréas. Alors là, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Soit on est très fort en médecine chinoise, soit on va demander un bilan de nutrition santé, et ce bilan de nutrition santé va nous montrer l'état d'hydratation des tissus, la quantité de sang disponible, le fonctionnement du foie, le niveau du stress oxydatif, etc. Et ce bilan de nutrition santé va nous proposer quelques plantes qui auront un bon effet sur le syndrome. Et dans un contexte psychologique difficile, on pourra aussi demander un bilan des neurotransmetteurs. Et souvent, fréquemment, on découvre un manque de dopamine.
Dans les répertoires homéopathiques, on trouve une cinquantaine d'hormètres susceptibles d'agir. Alors, c'est le symptôme restlessness legs, hein, les jambes sans repos. Et donc, il y a beaucoup de remèdes. Parmi ceux-ci, ceux qu'on voit apparaître le plus fréquemment, ferrum, hein, donc, qui est une insuffisance de yang sur vide de sang du foie, donc une tendance anémique. Ça, on le verra surtout chez les femmes qui ont des ferritines basses. L'achésis, qui est une insuffisance de yang sur plénitude de sang, congestion, chaleur. Hein. Et là, on verra des femmes qui, au contraire, ne supportent pas la chaleur et sont améliorées par les règles, qui vont justement évacuer l'excès de sang. Et puis, on verra, par exemple, zincom, qui est une insuffisance de yang sur vide d'énergie. Et là, c'est des patients, d'ailleurs, intéressants, qui sont améliorés par les mouvements de bascule. Hein, c'est ce qu'on dit avec les enfants, on dit qu'ils font l'ours. Hein. Ils sont aggravés par l'épuisement, le bruit, le toucher et après la consommation d'alcool. Autre phénomène lié au sommeil qui est intéressant, c'est les somnambules, qui est la forme la plus curieuse des agitations nocturnes. Le somnambulisme est une activité motrice plus ou moins complexe, de quelques mouvements stéréotypés à une déambulation inconsciente, sans souvenir au réveil. L'accès peut durer une dizaine de minutes, plutôt en début de nuit. Le somnambulisme est fréquent chez le garçon entre 5 et 12 ans. Il n'y a aucun danger à réveiller l'enfant et il disparaît spontanément à la puberté. Alors en homéopathie, on a des remèdes qui présentent ça, comme Artémisia dans un contexte de verminose, Ignacia Amara dans un contexte de déception, Kalium fausse dans un contexte d'épuisement nerveux, Natrum mûr dans un contexte de deuil, et puis bien sûr Phosphorus, hein, qui a une exaltation qui continue la nuit, hein, c'est un enthousiaste, instable, fatigable. Callium bromatum, qui a des terreurs nocturnes et qui parle en dormant. Silicea, hein, qui est un remède d'excès de fatigue, et là aussi dans un contexte de verminose. Et puis Stramonium, où là il y a carrément des rêves effrayants et la nécessité d'une petite lumière pour s'endormir. Alors, comment on étudie tout ça? Eh bien, il y a dans tous les CHU, il y a un service d'études du sommeil où on fait des polysomnographies. Alors, on fait rentrer le patient le soir et puis on lui met les bigoudis, l'électrocardiogramme, un appareil pour mesurer le débit d'air respiré, inspiré, et puis on lui attache le doigt pour mesurer la saturation d'oxygène, etc. Bref. Et puis on va lui demander de dormir. Alors, tout équipé comme ça, je ne sais pas comment il se débrouille, mais enfin. Et ça va permettre de repérer les phases de sommeil paradoxales, hein, et de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la dynamique du sommeil du patient. Plus prosaïquement, les praticiens libéraux peuvent utiliser des carnets de sommeil dans lesquels les patients consignent leur rythme de sommeil pendant 1 à 2 semaines. Hein. Donc, plusieurs modèles de carnets sont disponibles sur différents sites web, hein, par exemple sleepyeducation.com. Ces carnets de sommeil peuvent donner aux patients un aperçu de leurs habitudes de sommeil réelles, parce qu'en fait, ils vous disent des choses, mais ce n'est pas du tout chiffré. Là, ça les oblige à les chiffrer. Ils reflètent souvent les tendances du sommeil, comme les horaires irréguliers, ou identifient des schémas de sommeil prédominants, comme un long endormissement, des réveils fréquents, des réveils matinaux précoces, ou une combinaison des deux. Ils peuvent fournir un point de départ pour la gestion des problèmes du sommeil, de manière personnalisée, peuvent être utilisés pour suivre l'évolution de certains traitements. Alors là aussi, l'alimentation est essentielle. Hein. Réduire le sel qui fatigue le rein, le café et les excitants, supplémenter les carences, hein, donc le magnésium, la taurine, magnésium, la vitamine D3K2, le D-max. Vous savez qu'actuellement, les normes
officielles de la vitamine D sont tellement hautes que tout le monde est en carence. Je n'y crois pas trop, mais enfin bon, si vous avez vraiment une vitamine D3 tout en bas, vous avez intérêt à vous supplémenter. Les carences en iode, évidemment, peuvent donner aussi des troubles de la veille et du sommeil. Et puis, bien sûr, la nécessité d'arrêter les dentifrices au fluor. On peut dire que 95% des dentifrices actuellement contiennent du fluor, y compris les dentifrices homéopathiques, et que le fluor est un halogène comme l'iode, et donc il va bloquer la thyroïde. Sachant que le fluor est un ion, est un neurotoxique. Non seulement il a bloqué la thyroïde, mais il a des effets délétères au niveau du fonctionnement neuronal. Donc, évitez le fluor au maximum. Et puis, bien sûr, pour tous les gens en surpoids, répétez-leur le régime diabétique, 4 petits repas, ou un farineux, ou un féculent, ou un fruit, mais pas les 3, et toujours prendre une protéine avec, et puis, bien sûr, glycémium pour neutraliser la fatigue et les fringales qui sont liées au yo-yo glycémique. Voilà. Alors, j'ai une charmante patiente avec qui je corresponds assez régulièrement, qui veut absolument que je lui prescrive des injections pour lui couper l'appétit. Vous savez que c'est la grande mode. Et je lui dis, mais commencez par faire le régime diabétique. Et elle me dit, je le connais très bien. Alors, je dis oui. Alors, racontez-moi comment ça se passe. Ben voilà, je ne fais qu'un seul repas par jour. Voilà. Donc, vous voyez, elle n'a rien compris. Donc, il faut répéter. Alors, ça, c'est un petit schéma que m'ont fait les gens de Phytolis, de Physionate, pardon, qui va permettre de regarder les différents remèdes, comme le détoxium, par exemple, par rapport aux organes, le foie, et par rapport aux augmentations ou aux baisses des différentes fractions du protéinogramme. L'alpha est un très bon marqueur du fonctionnement du foie, les gamma, un très bon marqueur du fonctionnement de la rate pancréas, les bêta, un très bon marqueur du fonctionnement cœur, les albumines, un très bon marqueur de la sécheresse et du fonctionnement du rein, et puis les alpha-2 étant un très bon marqueur de l'état du poumon, de la peau et de l'ORL. Et puis la sécheresse, bien sûr, est marquée par l'effondrement des albumines et l'augmentation des alphas. Alors, vous avez des gens qui représentent les pires exemples des troubles du sommeil. Et là, actuellement, c'est le bon moment, c'est le Vendée Globe. Et évidemment, le Vendée Globe, c'est des fous. Alors, moi, je les appelle les extraterrestres. Ils vont faire le tour du monde en 80 jours, à bord de bateaux qui ont des voiles de 200 mètres carrés, qui manœuvrent tout seuls. Et ça, ce n'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est qu'ils doivent dormir. Et quand ils dorment, ça présente deux inconvénients. Le premier, c'est qu'ils ne peuvent pas régler le bateau et suivre le vent, donc ils perdent des places. Et puis le deuxième, c'est qu'ils ne peuvent pas assurer la veille. Et le problème de la veille, c'est que vous allez vite taper dans un objet qui se déplace en face de vous, qui peut être un concurrent, qui peut être un cargo, qui peut même être d'ailleurs un conteneur qui flotte, qui est tombé à la mer, etc. Donc, c'est des gens qui maltraitent leur sommeil de façon absolument incroyable. Et ils finissent par avoir une dette de sommeil qui les emmène jusqu'à des hallucinations. Et ils racontent qu'ils avaient l'impression d'être à cheval et de zigzaguer entre les arbres, ou distribuer des posters avec son père, etc. Ils sont complètement dans un mode hallucinatoire, justement par des courtes périodes de sommeil absolument pas réparateurs, et c'est extrêmement dangereux. Personnellement, je pense que les organisateurs devraient interdire ce type d'exercice. Alors, les psychologues proposent des techniques comportementales contre les insomnies. Ces techniques visent à modifier les habitudes et comportements qui perturbent le sommeil. Alors d'abord, bien sûr, des techniques de relaxation,
Je ne vous les ai pas développées, elles sont multiples. Hein, vous n'avez qu'à taper méthode de relaxation. Donc, elles visent à réduire la tension musculaire et à faire une espèce d'auto-hypnose. Hein. Les techniques de médication et d'auto-hypnose visent à favoriser l'endormissement et requièrent un apprentissage avec un professionnel. C'est assez facile. Hein. Ça ne pose pas vraiment trop de problèmes. Et puis, vous avez les thérapies comportementales et cognitives, ce qu'on appelle la TCC, qui est un traitement, je dirais, très moderne, qui améliore le sommeil par des modifications de comportement et la modification des croyances du sujet, de manière à atténuer l'anxiété et la culpabilité, en le questionnant sur sa nécessité de sommeil, les effets néfastes de l'insomnie, etc. Ces thérapies cognitivo-comportementales ont fait la preuve de leur efficacité et sont recommandées dans la prise en charge de l'insomnie chronique, en traitement principal ou associé à un traitement médicamenteux de courte durée. Alors moi, j'ai fait un petit peu de TCC. C'est très bien, c'est très important, mais malheureusement, ça ne tient pas très très longtemps. Si vous n'avez pas corrigé les dysfonctions physiologiques, l'efficacité sera de quelques semaines à quelques mois et vous serez obligé d'y retourner pour refaire une cure de TCC. C'est pas la guérison garantie, simplement, ça va vous aider à beaucoup mieux gérer la chose. La longueur du sommeil et sa qualité dépendent de nombreux facteurs, aussi bien psychologiques que physiologiques. Alors, on considère comme pathologie la somnolence diurne, l'hypersomnie et toutes les perturbations de l'activité onirique, en particulier les cauchemars. Une hygiène de vie et des conseils simples favorisent un bon sommeil en permettant permettent de le retrouver. Donc, ne pas prendre de boissons stimulantes après 16 heures, café, thé, soda à base de caféine, ni d'alcool le soir. Il désorganise le sommeil et provoque des réveils nocturnes. C'est que le vin en particulier va faire ronfler. Manger léger au dîner, les sucres lents et peu de matières grasses, par exemple. Les matières grasses vont surstimuler la vésicule biliaire, ce qui n'est pas favorable. Garder sa chambre à bonne température, entre 18 et 20 degrés Celsius. Choisir un lit pas trop mou, adapté à sa taille et au poids du dormeur et de son conjoint. Pratiquer une activité sportive dans la journée facilitera l'endormissement. Attention, il est préférable d'éviter de pratiquer un sport après 20 heures, car cela risque de rendre plus difficile l'endormissement, c'est clair. On va sécréter du cortisol et de l'adrénaline, et ce sont deux hormones excitantes. Alors voilà ce que disent les classiques pour bien dormir. Donc, il faut maintenir les horaires, respecter un rythme de vos besoins de sommeil, s'exposer à la lumière du jour, en particulier le matin, donc pratiquer une activité physique, modérer la consommation d'excitants. Le soir, c'est ce que je viens de vous dire, privilégier une activité calme et voilà, aménagez-vous une chambre propice au sommeil, obscurité, silence, température, etc. Déconnectez-vous 1 heure avant de votre coucher, téléphone, tablette, ordinateur, laissez les écrans éteints jusqu'au lendemain matin, gardez un temps limité au lit pour maintenir l'association, le sommeil. Si vous ne dormez pas, sortez du lit. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des techniques qui veulent, disons, on a proposé aux gens de rester au lit malgré tout. Moi, je pense, l'expérience me prouve que quand on se réveille, il faut mieux se lever, avoir une petite activité pendant un quart d'heure, une demi-heure. Ça peut être manger un yaourt, écrire une lettre, etc. Enfin, quelque chose de pas trop prenant. Et puis, au bout d'une demi-heure, on va avoir les paupières qui vont de nouveau devenir lourdes et vous allez vous recoucher sans trop de difficultés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer que l'insomnie est un des premiers symptômes de la dépression et de nombreuses maladies mentales. Donc, activité calme,
tels que la lecture et l'écoute de la musique, ou par des petits rituels le soir, en particulier chez les enfants, hein. Le bisou, la petite prière. Se coucher tous les soirs à peu près à la même heure, ne pas lutter contre les signes tels que les bâillements, les paupières lourdes que l'organisme vous envoie lorsqu'il est temps d'aller au lit. Enfin, certaines personnes répartissent leur sommeil au cours de la journée. Si elle est possible et qu'elle ne dépasse pas une vingtaine de minutes, une turbo-sieste peut être une bonne solution pour compenser les troubles du sommeil nocturne. Attention cependant à ce qu'elle n'en soit pas la cause. C'est clair que si vous dormez 3 heures dans l'après-midi, vous n'aurez pas sommeil le soir. Les rêves. Alors, c'est une très importante rubrique du répertoire de Kent, hein, et il y a tout un tas de rêves qui sont répertoriés, qui sont intéressants. Les rêves prémonitoires, hein, Caliumbro, Phosphorus, les rêves de mort, hein, Arnica lachesis, les rêves d'eau, Natromure, Pulsatilla, les rêves de serpent, Argentum, Lacaninum, Lachesis, les rêves de chute, Calcaracarpe, Thuya, les rêves fatigants, les rêves de feu, les rêves de voleurs, Silicea, Natromure. Un Natromure, elle vous dit il y a une autre personne dans le lit. Rêve de déménagement, Rustox, hein, qui est un grand remède du dérouillage matinal et des douleurs périarticulaires améliorées par le mouvement. Les rêves de querelle, Antimonium crudum, qui est un grand remède de l'émotionnalité. Donc, les rêves veulent nous dire quelque chose de notre inconscient et des conflits intrapsychiques dont notre cerveau est porteur. Donc, comment faire pour essayer de comprendre ce que veut dire le rêve? Eh bien, il faut demander au patient comment il interprète les rêves qui se répètent. Dans ces rêves, quel rôle il interprète? Quelle est la signification des objets? Quels sont les gens? Les rêves de chute peuvent évoquer une peur, un échec, la mort. Ou les rêves de vol, une fuite, sont assez évocateurs. Demandez à quels événements de sa vie ils sont reliés. Le rôle du rêve est de permettre à la conscience de digérer les tensions de la journée ou du mois. Ceux-ci ont un rôle central dans la cure psychanalytique. Vous savez que on demande aux patients de s'allonger et de raconter ses rêves, hein, en cure psychanalytique. Alors le fait de s'allonger et de ne pas voir le thérapeute, c'est très intéressant parce que le patient est mis dans la situation du petit bébé qui est tout seul et qui attend que sa mère revienne. Et donc, il est dans une situation de frustration qui va permettre de faire revenir les sentiments, les émotions qui ont été à la base de la construction de sa personnalité, c'est-à-dire les émotions de la première ou des 2-3 premières années de sa vie. Les essais ayant visé à empêcher le sommeil paradoxal rendent les sujets nerveux et perturbent grandement leur concentration diurne. Alors en effet, on a mis des bigoudis à des patients et on les a réveillés à chaque fois qu'ils passaient en phase de rêve. Ils sont très très perturbés très vite et au bout de plusieurs jours, vraiment ils sont handicapés. Dans l'Égypte ancienne, à l'entrée des temples, il y avait des prêtres chargés de l'interprétation des rêves. Autrement dit, ce rôle du rêve était connu de toute antiquité et d'ailleurs, dans une certaine mesure, je pense que ça remplaçait le confessionnal de nos cathédrales catholiques. Alors, nous qui faisons de l'homéopathie diathésique, hein, c'est-à-dire de la médecine chinoise, pour interpréter le fonctionnement organique et psychologique des remèdes, hein, eh bien, on a une approche assez fine des problèmes. Et donc, on va poser un certain nombre de questions aux patients. Où il y a une insomnie qui est liée au lieu. Alors, Arnica montana, hein, le lit paraît trop dur, il y a des courbatures. La notion d'un traumatisme antérieur. Coca, c'est une insomnie en altitude, en particulier les premiers soirs au sport d'hiver, par exemple. Platine, c'est une insomnie en voyage. Il y a une rupture d'habitude. Elle est tellement méticuleuse et exigeante qu'elle a du mal à se laisser aller. D'ailleurs, l'insomnie s'accompagne d'une constipation. Théridion, qui est une araignée,
Comme toutes les araignées, c'est une hypersensibilité nerveuse et en particulier hypersensibilité au bruit. Il faut bien comprendre que la sécheresse des tissus, qui est signalée au niveau du protidogramme par la chute des albumines, et l'insuffisance de sang, qui est marquée par l'hypoalpha, favorise l'insomnie. Ces deux liquides du corps vont manquer pour calmer chaîne. D'ailleurs, en médecine chinoise, on dit que c'est le sang qui calme le vent. Autrement dit, les personnes à tendance anémique avec des ferritines basses ont une émotionnalité qui est mal contrôlée. Quand? Alors, ça, c'est les problèmes d'insomnie initiale. Le sujet ne trouve pas le sommeil. Et là, on va trouver Coffea cruda, donc une absence d'endormissement, ou alors un court sommeil mais réveil précoce avec spasme. Le patient se réveille et entend chaque son. Et ça, en particulier, on le voit relativement bien chez les gens qui s'endorment devant la télé, et puis la télé s'éteint, et puis ils se réveillent et ils n'arrivent plus à s'endormir. Cypripédium, donc ça, c'est le grand remède du petit enfant qui est tout excité et qui veulent continuer à jouer. L'achésis, qui est énervé le soir, qui a des cauchemars, souvent violents, et puis elle arrive à s'endormir que tard après minuit, et puis bien sûr, avant 10 heures du matin, elle ne va pas être très opérationnelle. Pulsatilla, qui est agitée au début de son sommeil, a trop chaud, elle jette les couvertures, puis elle a trop froid, elle s'allonge les bras au-dessus de la tête, elle n'a pas soif, ou en cas d'insomnie, ou si l'insomnie s'aggrave, après un repas riche, Pulsatilla, elle a une vésicule fragile, et tout ce qui est crème en particulier, glace, etc., ça va la perturber énormément. Ambra grisea, l'ambre gris du cachalot, c'est un remède d'insomnie au coucher des personnes âgées, impressionnable, alors qu'elles tombaient de sommeil. Voilà, ça c'est typiquement les difficultés de sommeil chronique. Quand? Alors ça, ce sont les insomnies intercalaires multiples. Arsenicum album, qui a du mal, l'anxieux qui a du mal à se détendre. Il est aggravé vers 1 heure du matin. Il a tant de choses à noter, à préparer, et son symptôme majeur, c'est le bruxisme. Il serre les dents et on va le retrouver avec des dents qui sont très usées au niveau de l'apex de la dent. Et puis, derrière tout ça, se cache l'insécurité et la peur de mourir. Kalium carb, qui est un remède d'insuffisance cardio-respiratoire, avec palpitations, aérophagie, etc., qui va le réveiller vers 2-3 heures du matin. Magnésia carb, qui est un remède d'insomnie, avec oppression dans l'abdomen, flatulence, avec peur intérieure. Sulfure, qui est somnolent dans la journée, insomniaque la nuit. On dit qu'il a un sommeil de chat. Il a la plante des pieds brûlante dans le lit, donc il va faire sauter les couvertures. Thuya occidentalis, qui est assoupi le jour et réveillé par les douleurs, avec plein d'idées fixes. Quand? Alors ça, c'est l'insomnie terminale aussi, réveil précoce, souvent premier symptôme d'une dépression. Coculus indicus, qui est un ammonium, c'est l'insomnie du burn-out. Penser aux affaires de la veille l'empêche de dormir. Kalium fausse, qui est un remède d'épuisement nerveux, insomnie après inquiétude, excitation. Rêve constamment de feu, de voleurs, de fantômes, de chute. Secousse des muscles en s'endormant, se réveille avec une frayeur. L'insomnie en particulier pendant la deuxième partie de la nuit est évocatrice de kalium fausse. Natrum sulf, c'est la diarrhée qui réveille. Et d'ailleurs, vers 5 heures du matin, c'est le moment où le méridien du gros intestin est en plénitude. Et puis là, on va retrouver Nux vomica, qui s'endort après le souper et se réveille vers 3 à 5 heures du matin par malaise digestif.
Le principal symptôme est la mauvaise qualité du sommeil. Au moment du lever, il devient très difficile de se réveiller. Alors, ce qui est intéressant aussi pour Nix vomica, c'est qu'il a le nez bouché toute la nuit et il va se lever et ça va couler comme de l'eau. L'insomnie totale. Alors, on a tous les remèdes du pôle rein, vide d'eau du rein qui ne contrôle pas chaîne. Alors, argentum nitricum, qui est un agité euh, qui est craintif le jour et qui fantasme la nuit. Argentum nitricum, c'est un patient qui a beaucoup de mal à choisir. Il veut être sur tous les créneaux à la fois. Aurum, qui est un hypertendu rhumatisant, souvent chef d'entreprise ou militaire. Causticum, insomnie la nuit à cause de la chaleur cesse, elle bouge sans cesse, elle ne trouve pas de position confortable. L'usinum, craint la nuit, cauchemar, ça c'est le grand remède des insomnies totales, l'usinum. C'est le nosote du rein. Donc l'usinum, c'est vraiment le grand remède des gens qui n'arrivent vraiment pas à dormir. Lycopodium, il est préoccupé. Sa problématique, c'est un complexe de supériorité sur manque de confiance en lui. Il fait des apnées du sommeil, il a des gaz, il est aggravé sur le côté droit, etc. C'est un énorme remède du médecin français, par exemple. C'est tout à fait typique. Et puis, il y a ceux qui se lèvent pour manger, China, Lycopodium, Pétroléum, Phosphorus, Psorinum. Mes amis homéopathes reconnaîtront les grands acteurs de leur matière médicale. Pourquoi vous ne dormez pas? Belladonna, un grand remède de bouffées congestives et de cauchemars, souvent dans la fièvre. Et le matin, il est trop fatigué pour dormir. Chamomilla, qui est un remède d'insomnie due à la douleur, à la nervosité, grand remède de l'insomnie, de la dentition des petits-enfants et de l'irritation des vers, avec Sina. Coculus, on l'a vu, c'est le grand remède du burn-out. Changement. Alors, c'est un épuisement qui peut être lié au changement d'horaire de travail ou à de trop nombreuses nuits d'éveil, comme lorsqu'on s'occupe d'une personne malade. Gelsemium appréhende le lendemain, après une épreuve ou une situation particulière, avec le tremblement des extrémités, les palpitations, les jambes en coton, etc. Et bien sûr les maux de tête. Ignacia Amara, c'est un grand remède de soucis affectifs, de contrariété, mais surtout dans un contexte de déception. Celui qui a beaucoup de symptômes qui ressemblent, c'est Staphysa agria, mais là, Staphysa agria, c'est dans un contexte de non-dit, ce qui est assez différent. Donc, Ignacia Amara a un sommeil léger. C'est une insomnie due à des pensées anxieuses, au chagrin, à la tristesse, à toute émotion déprimante. Il y a une agitation avec un tremblement qui traverse le corps. Sépia a des difficultés à s'endormir, elle se réveille tôt et ne se sent pas reposée, surmenage et stress mental. Alors Sépia, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut tout bien faire et tout contrôler, il faut que ça soit propre, les dents des enfants soient lavées, etc. Et il est extrêmement difficile de lui expliquer que si elle veut mettre fin à sa fatigue et à sa dépression, il va falloir absolument que toutes les semaines, elle s'accorde une demi-journée pour elle, pour se reposer, pour aller voir un film, voilà. Et c'est impossible. Elle vous dit non, c'est pas possible, j'ai trop de choses à faire. Quand j'ai un moment pour moi, j'en profite pour rattraper mon retard, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur le il faut que. Alors, il faut leur expliquer qu'on peut remplacer le il faut que par je m'autorise à. C'est très compliqué, il faudra le répéter plusieurs fois. Kalium Carb, on a vu, donc ça c'est un remède d'épuisement cardio-respiratoire. Et puis au niveau mental, il y a un problème d'incapacité. C'était mieux avant. Il rabâche ses incapacités, il a des troubles cardiaques ou respiratoires. Nux vomica, donc c'est l'insomnie des ivrognes, abus de café, de thé, estomac dérangé, personne ambitieuse et industrieuse,
hein. Euh, c'est souvent un chef d'atelier qu'en fait trop, hein, voilà. Et en fait, il mène une vie sédentaire et surbookée. Il y a un tempérament rapidement qui devient irritable et cassant. Passiflore, c'est intéressant, ça c'est un des constituants phytothérapiques du Somnimax, hein. C'est un remède en homéopathie qui correspond à un patient qui est éveillé, agité, et ce remède a un effet calmant sur le système nerveux. Donc, Passiflora est également bénéfique pour traiter l'insomnie chez les personnes ayant l'habitude des somnifères. Donc, Staphysagria, on en a parlé après une dispute, une colère rentrée, de la culpabilité. Et puis, Zincum Métal, qui est un remède du syndrome des jambes sans repos, on en a parlé, en sachant que dans le syndrome des jambes sans repos, il y a aussi Causticum, Lachesis, Rustox, etc. Pensez aussi que l'insomnie est rarement un symptôme isolé. Elle apparaît souvent dans un tableau de dépression nerveuse et s'accompagne alors de fatigue. Nous avions traité l'anxiété, la dépression et le burn-out l'an dernier, hein, à Aix-en-Provence, en parlant en particulier des phénomènes de l'intérêt du bilan des neurotransmetteurs. Et puis, donc, nous ferons l'inventaire des différentes causes et mécanismes de la fatigue, qui est le second pilier du triptyque lors de notre prochaine vidéoconférence sur l'anémie au début décembre. Vous voyez, donc il y a dépression, vide d'eau du rein, insomnie, vide de sang du cœur, et puis fatigue, vide de chi du poumon. Alors évidemment, la difficulté, c'est d'être assez systématique dans le déploiement d'un diagnostic, hein, en sachant que nous qui faisons de la médecine fonctionnelle, on va mettre en avant le diagnostic fonctionnel, hein, quels sont les organes qui dysfonctionnent. Les allopathes, eux, vont essayer de mettre sur la tête du patient une étiquette nosologique, c'est-à-dire le nom de la maladie. Les psychologues vont essayer de comprendre quels sont les mécanismes des pulsions et des interdits qui vont empêcher le patient de dormir. Et puis les homéopathes vont essayer de trouver les remèdes, le ou les remèdes qui vont pouvoir détendre le patient pour qu'il retrouve un sommeil physiologique. Alors, il y a un petit livre que vous pouvez me demander qui s'appelle L'art de la consultation et qui développe bien ces différents systèmes sur lesquels on va s'appuyer pour une consultation logique. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez le livre que Hervé Castel et moi avons écrit sur les compléments alimentaires, qui est un livre très intéressant et dont je vous conseille la lecture et que vous pouvez obtenir auprès du laboratoire Physionate. Voilà, eh bien, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez et on va voir les questions ensemble si vous voulez bien. Alors, on a même une amie belge avec nous. Vous voyez que c'est un webinaire international. Voilà. Alors, voilà, j'ai l'impression que la prise de mélatonine est à la mode et que le minimum d'âge de 55 ans que vous avez évoqué n'est peut-être pas pris en compte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pour moi, vraiment, la mélatonine, c'est pour le jet lag ou c'est pour un... vous n'êtes pas obligé de changer de méridien, hein, pour avoir du jet lag. C'est quand vous faites une nuit sans sommeil, par exemple, où vous dormez très peu et ça crée un jet lag. Donc à ce moment-là, vous allez prendre de la mélatonine pendant un jour ou deux et ça va vous recycler. Mais ce n'est pas un traitement des insomnies au long cours. Voilà. Alors l'effet hormonal du houblon, voilà, beaucoup de plantes, on pourrait presque dire la plupart des plantes,
sont riches en phytohormones, et particulièrement le houblon, puisque bien sûr, c'est un des constituants principaux de la bière, et on a un petit phénomène qu'on connaît bien, c'est la gynécomastie des buveurs de bière. C'est-à-dire que les buveurs de bière vont voir pousser leur sein. Donc c'est la preuve qu'on a vraiment un effet hormonal. Alors cet effet hormonal, il est très intéressant parce qu'il va agir justement sur la sécheresse tissulaire. Ce sont les hormones stéroïdiennes, donc tout ce qui est les hormones construites à partir du squelette du cholestérol, qui vont normaliser le passage de l'eau dans les tissus. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on met quelqu'un à la cortisone au long cours, très très vite, il va y avoir trop d'eau dans les tissus et il va se mettre à gonfler, il va ressembler à un pop-corn. C'est que vous avez forcé sur la dose de corticoïdes et donc il y a trop d'eau dans les tissus, ce qui est tout à fait pathologique. Alors de même, si vous avez une sécrétion endogène de cortisol qui est trop faible, ben les tissus vont être secs et puis vous allez avoir des douleurs chroniques qui vont apparaître et puis vous allez avoir de l'insomnie. Alors, l'ashwagandha est une super plante, mais pas conseillée pour les hyperthyroïdies, surtout le base-dos. Alors, là aussi, peut-être, oui. Je n'ai pas la pratique de l'ashwagandha, donc je ne peux pas répondre à la question, sans doute. Alors, pour moi, la grande plante Alors, il y a plusieurs plantes du base-dos. Je dirais qu'il y en a deux, pour moi, qui sont absolument majeures. C'est l'aubépine, et puis c'est l'Icopus, qui agit justement pour régulariser le cœur. Crataegus oxyacantha, qui va agir dans le base-dos, qui va agir sur l'exophthalmie, donc qui va faire dégonfler l'œdème rétro-orbital. Et puis l'Icopus europaeus ou virginicus, qui lui va régulariser les troubles du rythme. Bon, il y en a d'autres, mais disons que c'est les deux qui sont les plus fidèles. Voilà, alors une dame de 70 ans interrompue 2 à 3 fois par nuit pour uriner. Vessie hyperactive probablement. Comment y remédier? Il n'y a pas de remède. Je crois que là, à ce moment-là, c'est un traitement de la vessie hyperactive. Donc là, c'est facile. Vous allez sur le site. Il y a un chapitre qui s'appelle vessie hyperactive. Donc vous tapez dans la vessie hyperactive et vous regardez ce que j'en raconte. Il n'y a pas de risque de dépendance à la mélatonine, simplement au bout de quelques jours, ça n'agit plus. Donc, voilà. Plusieurs mictions la nuit viennent souvent d'un vide de vessie. Oui, tout à fait. Alors, le méridien de la vessie est très intéressant parce qu'il va gérer bien sûr les cystites et aussi il va gérer les pulsions sexuelles. Donc, en médecine chinoise, c'est un grand, grand méridien. Et justement, il peut y avoir des vides de vessie. Les stagnations de chaleur sur la vessie, ça va se traduire par des cystites. Pourquoi avoir choisi le magnésium marin? Voilà, aucune idée. Alors, je vais vous dire franchement, le problème du magnésium, il y a beaucoup de discussions sur les différentes qualités de magnésium. Personnellement, pour moi, le magnésium marin, c'est un magnésium qui est certainement beaucoup plus physiologique que les autres types de magnésium. J'aimerais avoir, si vous pouvez m'envoyer les tirés à part des comparaisons de magnésium. Alors là aussi, sur le site médecine-intégré.com, vous avez un chapitre sur le magnésium où j'explique les différentes opinions vis-à-vis du magnésium. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire aussi. Alors, sous Stilnox depuis des années. Alors bon, là déjà, on est dans une problématique qui est grave parce qu'on est dans une addiction.
les benzodiazépines pris comme ça, comme le Stilnox pris pendant des années, on est en addiction. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, traitement des addictions, c'est-à-dire on va pas arrêter immédiatement, brutalement, parce qu'on va se trouver devant un état de manque, hein, avec des effets rebonds. Donc, on va réduire progressivement. Et puis surtout, on va se poser la question, pourquoi il avait besoin de Stilnox? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, là aussi, on va essayer de compenser physiologiquement les causes de cette insomnie. Est-ce que la peau et les muqueuses sont sèches? Est-ce qu'il y a un problème d'hyperémotivité? Est-ce que la quantité de fer disponible est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas de troubles digestifs, etc. Voilà. Donc, comme toujours, il n'y a pas quelque chose de miraculeux ponctuellement. On ne va pas traiter toutes les insomnies instantanément. Il va falloir individualiser cas par cas. Alors, ceci dit, la formule de Somnimax me paraît très bien. Et je pense que vous pouvez déjà réduire de moitié la dose de Stilnox en le supplémentant par un Somnimax. Voilà, et puis vous me direz qu'est-ce qui se passe. Voilà. Comment agir sur la plénitude du foie pour diminuer les ronflements? Ah ben ça, c'est une très bonne question. Alors, le foie, il gère beaucoup de choses. Voilà. C'est quand même la centrale métabolique de l'organisme, 60% de la biosynthèse, 60% de la détoxification. Et donc, le problème, ce n'est pas de disperser la plénitude du foie, c'est pourquoi il y a une plénitude du foie. Est-ce que c'est un problème de surpoids, donc de foie gras? Est-ce que c'est un problème d'insuffisance hépatique? Ça, vous le voyez aux gens, ils prennent un verre de vin, ils sont malades, par exemple. Est-ce qu'il y a un médicament qui perturbe? Est-ce qu'il y a une intolérance alimentaire qui va créer une inflammation chronique qui va donner une perturbation là aussi de type hépatique? Voilà. Il va falloir explorer qu'est-ce qui se passe au niveau du foie. Alors, j'avais été interpellé par un de mes élèves naturaux et on avait parlé du foie et il m'avait dit le foie, un seul remède pour le foie, le curcuma. Alors ça m'avait fait rigoler. J'avais dit bah, si tu simplifies les choses comme ça, tu vas pas aller loin, mon gars. Et donc je m'étais offert le luxe de lui répondre en faisant une petite vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est YouTube mybiobox.tv. Et il y a les plantes du foie. Et donc, j'ai étudié, grâce justement au BNS, toutes les situations objectivées du foie et quelles étaient les plantes qui sortaient. Voilà. Et qu'est-ce qui convenait mieux? Alors, traitement de fond se fait très bien. Voilà. Alors, 41 VB, 3 IG et 5 fois. Oui, je suis tout à fait d'accord. 41 VB, c'est un énorme point de la VB. C'est un énorme point de dispersion de la VB. 3 IG, c'est un énorme point du cœur. En particulier, c'est très intéressant, c'est un point qui calme les palpitations et les troubles du rythme. Et le 5 fois aussi, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais ça, là, on pourrait, là aussi, on pourrait en discuter si tu veux. Je ne vois rien au niveau du rein et de la vessie. Quand même, les points du rein et de la vessie sont des grands points de l'insomnie. Voilà, 2 cas de narcolepsie après vaccin hépatite B. Oui, 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 le vaccin hépatite B donne aussi de la narcolepsie. Ah, mais c'est une saloperie, ces vaccins, c'est clair. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous allez voir sur le site, j'ai écrit un gros bouquin de 200 pages qui s'appelle Provax ou Antivax, un dialogue difficile. Et là, c'est un travail qui n'est pas polémique, où j'explique les avantages et les inconvénients de la vaccination, objectivement, et en particulier tout ce qu'on ne dit pas aux gens sur le rôle immunologique des vaccins et les conséquences immunologiques et psychologiques que ça peut avoir. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail et me le commander.
Voilà, comment prendre en charge les vides de vessie? Voilà, ben, c'est toujours pareil. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a vidé la vessie. Alors là aussi, vous avez sur le site, vous avez les problèmes justement de troubles au niveau des vessies hyperactives et de tout ça. Alors, voilà, ça coupe tout le temps. Voilà, alors il y en a un qui répond, c'est un problème de loge du rein, voilà. Car il y a un effet de yin et de yang, bien sûr, hein, bien sûr. Il ne faut pas oublier que la vessie, c'est l'aspect yang du rein. Donc, si vous avez la vessie qui divague, il va falloir traiter le rein. Voilà, on peut déjà avoir un effet très simple avec les points mou et chou, hein. Donc, c'est la technique chou-mou, qui est une technique très simple qui permet de piquer le méridien vessie et de tonifier le rein si nécessaire. Voilà, alors, voilà, les jambes sans repos. Alors, les jambes sans repos, ça, c'est un problème qui est complexe parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a différents mécanismes, hein. Entre autres, un mécanisme, souvent, c'est souvent des mécanismes circulatoires. Donc, c'est des femmes, par exemple, qui ont des varices ou qui ont une stagnation ou veineuse ou lymphoïde au niveau des jambes, par exemple. Et le fait de prendre des toniques vasculaires, ça va calmer leurs jambes sans repos. Et puis, il y a des gens qui ont des jambes sans repos par alcoolisme, par exemple. Donc, on va donner B1, B6, B12 et ça va calmer leur neuropathie. Il y en a d'autres, c'est lié à des problèmes de diabète, etc. Donc là aussi, il n'y a pas de formule magnifique pour régler le problème en un coup de cuir à peau. Il va falloir se gratter la tête et essayer de comprendre le mécanisme qui est derrière le symptôme. Alors, le Somnimax, je ne peux pas vous dire parce que là, je suis en train de l'essayer. Mais a priori, avec les. Alors, c'est amusant, quand vous ouvrez la gélule, ça sent la lavande, hein, parce que bien sûr, il y a l'essence de lavande dedans, hein, qui est une essence très sédative. Et puis, mais ça marche bien, hein, c'est assez physiologique et ça marche bien, mais je n'ai pas encore assez de recul pour vous dire euh, s'il y a un épuisement ou s'il y a des effets secondaires. Voilà. Alors, en principe, les effets positifs, c'est dès la première gélule. Voilà. Alors oui, le café. Alors le café, c'est intéressant. Il y a un effet paradoxal du café. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit café le soir pour dormir, en sachant que ça risque de les réveiller vers 4-5 heures du matin. Voilà, il y a un effet paradoxal. Et c'est souvent des gens qui prennent beaucoup de café. Ouais, j'avais un confrère portugais, il s'avalait 10-12 cafés par jour. Ceci dit, ça va favoriser les troubles du rythme, l'hypertension, etc. Le café étant un alcaloïde qui va donc stimuler le cœur, hein, c'est un stimulant cœur. Donc pour calmer chaîne, c'est pas idéal. Voilà. Alors tout le monde me demande tout le monde demande des praticiens MTC. Pourquoi vous ne formeriez pas à l'MTC? Vous savez qu'on a une formation en ligne de MTC que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur le site, hein, qui se fait en 18 webinaires de un mois et on va vous donner toutes les règles et les astuces de la MTC. Alors je ne connais pas le syndrome de la paralysie du sommeil, donc si vous pouvez me donner des références, je chercherai. Une très bonne idée. Voilà, donc il y a tout un tas d'amis qui me font des petits coucous, c'est gentil. Voilà.
Alors oui, a priori, les plantes proposées sont à prendre le soir, oui. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien pigé le truc et qui prennent des tisanes le soir, hein, ils prennent un petit verre de tisane chaude le soir, et parmi les plantes les plus sédatives, bien sûr, il y a la camomille, la passiflore, la mélisse, et il y a même des mélanges qui sont proposés par les laboratoires en tisane. Et alors le gros intérêt de la tisane, bien sûr, c'est que ça fait boire de l'eau, avec la petite plante qui, elle, fournit les phytormones qui permettent à l'eau de pénétrer. Oui, la sécheresse des muqueuses du visage, des yeux, du nez, de la bouche, oui, c'est la sécheresse des tissus dont je parle. Et alors, vous avez un symptôme qui est très intéressant dans un remède très sec qui s'appelle Alumina. Et le patient vous décrit, il vous dit, j'ai comme une toile d'araignée sur le visage. Voilà. Et en fait, c'est un symptôme de sécheresse du visage. Voilà, en cas d'apnée du sommeil, voilà, suite foie gras, voilà, Détoxium plus, vous pouvez donner une vomica bien sûr, et puis s'il y a foie gras, c'est qu'il y a surpoids, s'il y a surpoids, c'est qu'il y a prédiabète, donc moi je rajouterais du glycémium et puis je les mettrais au régime. Mon mari a envie d'uriner quand il fait couler l'eau, oui, c'est normal ça, madame. Alors, le tryptophane est-il plus utile que la mélatonine? Alors, c'est la même chose. C'est-à-dire, le tryptophane va donner de la sérotonine qui va donner de la mélatonine. Donc, vous pouvez donner les deux, mais de toute façon, ça aboutit tous à la valentonine, qui est le vrai neurotransmetteur du sommeil. Mais actuellement, comme on ne peut pas en avoir, on est obligé de jouer sur les précurseurs. La valentonine, ça a été testé en particulier en patch, mais comme ça fait peur à Big Pharma un truc qui marche bien et qui n'a pas d'effet secondaire, ils ont suspendu les essais. Voilà. Alors le problème du magnésium marin, allez voir ce que j'en dis sur le site, hein. C'est une grande discussion. Alors le problème du magnésium, pour moi, c'est que d'abord, ça interfère avec le cycle du calcium, hein, puisque c'est les mêmes transporteurs. Et puis ensuite, le problème, c'est que ça fatigue le rein. Donc, le risque pour moi, c'est d'en prendre en continu, en fait. Donc, vous pouvez faire des cures de magnésium, par exemple 15-20 jours par mois, mais il faut faire des pauses pour que le rein, pour que vous épuisiez pas le rein. Et un rein épuisé contrôle pas chaîne, donc il peut y avoir des troubles du sommeil. Oui. Alors, pour moi, bon, ceci dit, le magnésium marin qu'il y a dans le Somnimax, c'est pas des quantités énormes quand même, hein. Oui, oui, ben voilà, Castel, il a bien étudié le truc aussi, il a raison. Alors, le chi, oui, tout à fait. Alors, réflexologie, on peut en effet traiter le poumon et le gros intestin pour relancer le chi. Le gros intestin, ça va surtout. Alors, dans le chi, quand vous étudiez la médecine chinoise, il y a une douzaine de chi différents. Alors, en pratique, si vous voulez, euh, vous avez trois chi principaux, hein. Vous avez Wei Chi, qui est l'énergie défensive, qui est liée au poumon. Vous avez Yuan Chi, qui est l'énergie ancestrale, qui est notre code génétique, autrement dit notre capacité adaptative. Et puis, vous avez Gu Chi, qui est l'énergie des aliments. Oui, donc là aussi, quand on parle de Chi, il faut vraiment préciser de quel Chi on parle. Voilà.
C'est difficile. Hein. On peut pas. La physiologie, c'est pas quelque chose de tout simple où on a une solution pour tout le monde. Il faut étudier les tenants et les aboutissants de chaque symptôme. Alors, les coordonnées du site, c'est facile, c'est www.médecine-intégré, avec 2 E, hein, .com. Voilà. Promenez-vous dans le site, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et en particulier un enseignement de formation académique, un enseignement de naturopathie, un enseignement d'homéo, un enseignement de médecine chinoise, il y a un herbier, et puis il y a un hôpital virtuel où on vous propose quelques centaines de maladies communes sur lesquelles on vous donne des astuces et des solutions. Et tout ça est libre d'accès et gratuit. Alors, problème digestif, reflux qui réveille, est-ce lié au rein, au foie ou à la rate pancréas? Alors, le reflux, je dirais, c'est d'abord lié à un problème mécanique. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que, vous le verrez, c'est expliqué sur le site dans le chapitre reflux, l'estomac, il est attaché à l'œsophage et l'œsophage lui-même est attaché au larynx et au crâne. Hein. Donc, quand le diaphragme est en position basse, eh bien, il va tirer sur l'estomac et l'estomac, le cardia ne fonctionnera plus correctement. Et donc, la première chose à faire pour éviter des remontées acides, ça va être de débloquer le dos, donc ça va être le passage chez l'ostéopathe, qui va généralement tomber chez un patient qui a un dos extrêmement rigide, extrêmement bloqué, et ça va être la libération des insertions du diaphragme. Pour moi, les remontées acides, la première cause de remontée acide, c'est une dysfonction diaphragmatique, et je dirais ostéodiaphragmatique. Voilà. Alors ensuite, vous avez la façon dont que la personne mange et la façon dont elle mange. Et puis, vous avez un élément perturbant qui est très intéressant, qui est justement le foie et la vésicule biliaire. Alors, le foie va, en particulier, les soucis, les émotions, le stress. Et en chinois, on dit c'est le bois soulève la terre. Le bois soulève la terre, ça veut dire que le foie appuie sur la rate pancréas, la terre, évidemment qui va passer le bébé à l'estomac, et donc les aliments vont remonter dans l'œsophage. Voilà. Et là, on a des reflux qui sont psycho-émotionnels. Puis évidemment, il y a aussi l'obésité, enfin, il y a tous les phénomènes de plénitude rate qui jouent, bien sûr. Alors, très bien. Alors, on me parle d'un requin blanc de 4 mètres a été vu à Porquerolles. Alors, ça, c'est pas nouveau. Il y a des requins blancs en Méditerranée et très souvent, ils se promènent le long des côtes. Ça ne veut pas dire qu'ils attaquent, je vous rassure, heureusement. Mais enfin, évitez de trop vous éloigner au large sur votre matelas pneumatique. Voilà. Voilà, on se réveille totalement paralysé avec le sentiment d'une présence à ses côtés terrifiant. Oui, ça c'est un des symptômes de natremure, on pourra en discuter si vous voulez. Voilà, donc le fichier sera disponible en téléchargement, donc si ça vous intéresse. Voilà. C'est un remède qui est vraiment très physiologique, le Somnimax. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soucis avec lui. Mais comme toujours, c'est un complément alimentaire qui va normaliser les différents aspects de l'insomnie. Ça ne vous empêche pas de vous poser la question de la cause. Voilà, si vous voulez vraiment débarrasser le malade de
la cause du problème, il faudra quand même vous intéresser au mécanisme de son insomnie. Alors, le shiatsu, c'est la médecine chinoise vue par les Japonais. Hein, donc, il y a des petites différences et puis on travaille sur la pression des points, la pression sur les viscères, etc. C'est la médecine chinoise des Japonais, le shiatsu. Ceci dit, pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas piquer, il y a une technique qui marche extrêmement bien, c'est le Tuina, hein, qui est un massage chinois des méridiens et qui est extrêmement efficace. Et j'en dis un petit mot sur le site. Et il y a des formations de Tuina qui sont très très bien. Voilà. Et ben voilà, donc Aurélie a répondu aux dernières questions, donc je pense qu'on a fait le tour des problèmes. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous, et puis j'espère vous retrouver. Je crois que ça va être bientôt. Voilà, ça va être le 10 décembre à 20h, hein, où je vous présenterai les problèmes de l'anémie. Et j'espère que ça vous intéressera autant que ce soir. Voilà, bonsoir, merci à tout le monde. Au revoir.